Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit ça, la Collector Edition 2021. Eh bien, malheureusement, ce ne sera pas la Call of Duty, vous l'avez bien compris, c'est Blackwood. Donc c'est toujours en Cyrodiil, hein, mais à l'opposé. Pour ceux qui ne savent pas, donc il y a deux cultures impériales, l'Ouest et l'Est. L'Ouest, ce sont les Coloviens, dévots 8, droit, carré, militaire. Et à l'Est, c'est les Nibonnais, donc un peu plus ouvert culturellement, très coloré, ouvert à tous les cultes, tout simplement. Donc je disais dans ma vidéo de réaction à chaud dans le Grand Reveal Event euh, que je ferais peut-être une vidéo, que c'était pas sûr parce que j'étais franchement déçu, y a pas à dire. Bon bah je vais quand même faire une vidéo. Alors, je ne suis plus autant déçu parce que je suis plutôt hypé, dans le sens où j'ai envie de dire ceci. ESO, Last Online, a la capacité de rendre attractif et intéressant, enfin voilà, des zones qui ne le sont absolument pas, qui sont sans aucun intérêt dans les TES solo. Je veux dire, la crevasse dans Skyrim, bon bah t'as des mecs en pagne qui sacrifient des gosses, c'est pas très intéressant, il y a juste une histoire, mais voilà, après que tu l'aies fait, tu retournes plus dans cette zone dangereuse, tout ça. Bah dans tes eaux, franchement la crevasse, t'y retournes sans problème, t'as du lore sur les crevassés, beaucoup plus que dans Skyrim, puis c'est assez intéressant comme contexte là-bas, et puis enfin on rencontre le fameux despote de Markarth, donc quoi demander de plus. Quant au bois noir, le bois noir, noir bois, appelez-le comme vous voulez, faut dire que dans Oblivion c'est un peu une zone géographiquement, à part si t'es fan des Argoniens, t'y vas pas quoi, c'est chiant pour y aller. C'est la ville en elle-même, quand tu vois comment est-ce qu'elle est conçue, t'as envie de dire ils ont eu la flemme quoi. Il suffit de voir les tours de la ville, ces espèces de chapeaux de nains de jardin sur toutes les tours pour te dire c'est pas terrible. Bref, ça c'est l'idée que j'ai eue hier soir de faire, donc ce truc Elder Scrolls Call of Duty, hein, bien entendu. Parce que bon, je suis tellement déçu et je me suis dit tiens, et si je faisais ma propre affiche. Donc je suis allé sur Oblivion pour prendre un screen d'un pavé de sol de Skingrad. Bon bah comme toujours hein, dans les collecteurs vous avez un pet, un memento, une monture, un style d'armure et un pack d'emotes. Alors pour le pet j'ai pris le fameux chien des légions romaines, le Cane Corso, Colovian Cane Corso, bon, voilà. Pour le memento j'avais aucune idée, donc j'ai fait un copier-coller de celle de Greymoor pour mettre eh bien Blinding Light, donc en gros lumière aveuglante de Meridia, puisque Meridia de toute façon on sera amené à la recroiser forcément en ennemi, puisque à chaque fois qu'elle nous parle ou qu'elle fait quelque chose avec nous, il y a double dialogue, double sens. Imperial Legion Warmount, donc j'ai repris et retexturé la monture de Blancherive qui devrait pas tarder à sortir. Bon, j'aurais préféré peut-être mettre un palomino puisque c'est symbolique de la forêt occidentale où se trouve Skingrad, avec un emblème de Skingrad, sauf qu'on sait même pas si Skingrad a le même emblème. Et d'ailleurs j'aimerais bien que ce ne soit pas le même emblème que dans TES 4, Oblivion, personnellement. Parce qu'à chaque fois là, Solitude, le loup de Solitude, d'accord c'est Svargrim, on a compris. La bannière prend ses origines de Tezo. Pareil pour Kavach, le loup de Kavach c'est le comte Aquilarios, bref. On a compris. Ah ça c'est ce qu'on voulait tous, mais le style impérial ancestral il nous fait un peu de l'ombre. Les styles ancestraux en tout cas font de l'ombre à des possibilités de nouveaux styles. Alors peut-être que lorsque la Call of Duty sortira on aura enfin les armures des cinématiques CGI, puisque dans les dernières cinématiques les armures qui apparaissent finalement, elles sont réadaptées dans le jeu. Pourquoi pas celle de la Légion? Il serait temps. Alors l'armure lourde n'est pas exactement la même que celle dans le jeu. Il y a pas mal de divergences et elle est surtout beaucoup plus, comment dire, tu peux beaucoup mieux bouger dans celle-ci que dans celle que tu as dans le jeu où t'es un peu bloqué au niveau du torse on va dire. Et l'armure moyenne, il n'y a aucun équivalent en jeu. Bref, ce n'est pas le sujet pour les armures, mais il y a des choses à redire franchement par rapport à ça. Bon là j'ai pris mes personnages avec des poses au hasard comme ça dans le jeu et je les ai transposés ici. Bref, la Call of Duty. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait la Call of Duty. Mais tout de suite on va passer donc un petit peu à une analyse de l'Eyawin et du Bois Noir.
pour commencer, lors de ma réaction à chaud, donc j'ai regardé vraiment que les images du jeu, tout ça, j'ai pas tout regardé. Vraiment que ce qui peut intéresser, donc la région, un petit peu les factions qui ont été présentées également. Du coup, je n'avais pas remarqué, mais nous aurons désormais des PNJ compagnons qui pourront se battre à nos côtés. On pourra changer leur équipement, alors peut-être pas le skin hein, de leur armure, tout ça, mais au moins leur équipement. Donc je sais pas si ça sera d'une inutilité comme les PNJ qui nous aident déjà dans les jeux, dans les quêtes pardon, à savoir 5 DPS la minute et qui se font envoyer bouler dès qu'ils reçoivent une grosse charge d'attaque. Non, alors si c'est ça, comme PNJ, évidemment ça sert à rien. Mais à mon avis, ça me fait quand même un peu rire parce que c'est quand même l'antithèse d'un MMO où tu demandes de l'aide à des vrais joueurs et pas à des PNJ. Mais bref, on verra quel est leur niveau d'utilité. Moi franchement, je sais pas. Tant qu'on a, vous savez, des invités en housing, tant qu'on a des légionnaires, moi ça me va. Mais sinon, je sais même pas si on peut les placer dans les maisons normalement, oui j'imagine. Bref, on aura des compagnons comme Lydia dans Skyrim, tout ça. Alors évidemment leur intelligence artificielle, on sait pas ce que ça donnera forcément. Ah, et aussi petite subtilité, ils pourront juger nos actions. Alors évidemment ils pourront pas nous accompagner partout, il me semble que c'est pour les quêtes et je sais même pas si c'est... Alors en PVP c'est non, et en donjon tout ça je sais pas s'ils pourront nous accompagner. Quand je dis PVE c'est vraiment les quêtes, bon, de toute façon j'ai dit quêtes. Voilà, ça c'était la parenthèse pour les compagnons. Donc vous savez, je regarde juste un peu, ouais, voilà. Vous savez que nous avons cette carte voilà, qui a été présentée lors du Global Reveal Event, un peu après la grosse vidéo trailer, lorsqu'il présente un peu plus la région avec les développeurs. Donc on diffuse toujours une carte, une bonne vue d'ensemble de la région, qui nous attend pour le chapitre. Et là du coup voilà, ça c'est le Blackwood. Du coup il y a des gens qui râlent, ils disent « Oui mais Blackwood on l'a déjà dans Elder Scrolls 4, c'est encore... De toute façon... Les régions qu'on a dans les TES solo qui ne sont pas encore sorties dans TESO, on les aura forcément à un moment donné. Je veux dire, ça existe dans Tamriel, donc ça apparaîtra. Ne vous en déplaise ou pas. Et puis surtout, c'est très intéressant de voir comment est-ce que TESO améliore les graphismes, parce que Solitude, même si c'était globalement la même, on voit quand même quelques divergences, notamment dans les structures. Il y a des bâtiments là où il n'y en avait pas. Le palais bleu est beaucoup mieux dans TESO. En même temps, le palais bleu de Skyrim... Alors certes, c'est un jeu de 2011, là on est en 2021, le Grimoire est sorti en 2020, il y a eu du progrès au niveau des graphismes et du développement. Mais ce que je veux dire c'est que tout s'explique aussi par le lore. Solitude, je rappelle, avec les événements de Potema, le palais bleu a dû être construit pour donner cette espèce de gros tas de Lego bleus empilés les uns sur les autres. Et il y a des bâtiments qui manquaient, tels que celle de la Guilde des Mages, qui a potentiellement été détruite lors de la guerre de l'Anneau Rouge. Non, pas la guerre de l'Anneau Rouge, du Diamant Rouge, je sais plus. Bref, là où Potema a été dégagé de Solitude en quelque sorte, durant la Troisième Ère. Et ben là, ça va être la même chose pour les Yaoin. Enfin, pour en revenir à juste une petite parenthèse avec les villes du bord de ciel occidental, Mortal est exactement pareil que dans Skyrim, sauf l'architecture qui est totalement différente, mais qui reste quand même une architecture non durable, c'est-à-dire en bois, tout ça. Et ben les Yaoin, ça serait intéressant de voir un petit peu, puisqu'on va comparer dans cette vidéo la version TES4 avec la version TESO, parmi les images qu'on a pu trouver, promotionnelles ou dans la vidéo que j'ai sélectionnée. Et puis surtout, voilà, on n'a pas que le bois noir que l'on connaît de TES4, on a aussi toute cette zone de la tourbière du bois noir, donc périphérie ouest du Marais Noir, chez les Argoniens, qu'il faudra découvrir, dont la fameuse ville de Gideon. Alors Gideon est déjà apparu dans Arena, mais bon, Arena, voilà, hein, on va pas trop le citer comme exemple pour dire ouais, mais on retrouve la ville, parce que dans Arena, bon, les villes, voilà, c'est pas ça. Mais c'était génial à l'époque, hein, mais aujourd'hui, voilà. C'est comme si tu dis ouais, on va jouer à TVS 4, on va découvrir TVS avec ça. C'est compliqué. C'est pas impossible, mais la majorité des joueurs diront niet. Bref, les Yaoin et Gideon. J'aurais espéré Mirkorup, mais Mirkorup est un peu plus par là-bas, à l'extrême est de Bravil, donc il n'y aura pas Bravil, hein, cela dit.
Mirkorub, pour ceux qui savent pas, c'est une colonie impériale qui disparaîtra avec le temps, où l'un des derniers héritiers de Rayman, si je dis pas de bêtises, se fait assassiner. C'est une espèce de ville de la noblesse impériale, donc probablement typiquement nibonaise. Une ville thermale, donc ça aurait été très intéressant, mais bon, il faudra patienter pour ça aussi. DLC Q4, qu'est-ce que nous pourrions avoir? Eh bien, les développeurs ont dit qu'il n'y aurait pas, comme l'année dernière ou avec Elsewhere, 2 zones d'une même région dans l'année. Donc forcément, ce sera, comme les rumeurs le voulaient depuis l'année dernière, peut-être uniquement les terres mortes de chez Dagon. Sachant qu'on aura possiblement déjà accès là-bas durant le chapitre Q2. Niveau connexion de la région, je sais pas si ça sera connecté au nord d'Elsewhere, ça serait génial. Le sud d'Elsewhere, visiblement, non. Murkmire, ça me paraît difficile, à mon avis, non plus. Le Fonjombre, peut-être. Il y a une route ici, je vous rappelle, qui mène à l'ancienne Murkmire, donc qui était normalement la zone aventure numéro 2 après Redlorn. Le jeu a été revu puisque ça marchait pas trop à l'époque. Ils ont tout revu, leurs ambitions, tout ça. Et cette ancienne Murkmire, qui aujourd'hui est ici, hein, avec l'île Moss et le village de Deadwater, c'est-à-dire les aigues mortes. À la base, ça devait inclure Gideon, déjà à l'époque, et Elstrom, capitale du Marais Noir. D'ailleurs, dans le Murkmire actuel, vous avez encore quelques vestiges de cet ancien projet, notamment la fameuse guerre des eaux sombres, qui opposait la 4ème Légion impériale, où 3 généraux se sont succédés durant la campagne, et les primitifs argoniens. C'est une histoire très intéressante, et d'ailleurs ça va être l'objet, enfin ça va pas être l'objet de l'aventure, puisque ça va être Dagon et les portes d'Oblivion, mais on pourrait y trouver des traces, parce qu'il y a Leyawiin, Gideon, et puis surtout cette zone-là. C'est quand même toute une zone où la 4ème Légion, pendant la première ère, vers la fin de la première ère, à la fin du Second Empire, a joué un rôle important dans cette région, et ça pourrait être très intéressant de marcher sur les pas de la 4ème Légion et de la Grande Guerre des Eaux Sombres. D'ailleurs, autour de Gideon, un développeur a déclaré qu'il y aurait beaucoup de ruines, de fortifications impériales, forcément, témoignage de cette époque de conflit. Ça pourrait être très intéressant. Comme quoi, c'est pas une région qui peut paraître vide et chiant, comme je l'aurais pu l'imaginer, puisque de toute façon, il y aura des choses historiques très importantes, une richesse lauristique probable. Puis n'oublions pas que les développeurs sont fans des Argoniens, hein, et on l'a bien compris quand ils ont présenté les factions. Les trucs impériaux, ils balancent ça comme ça, et ensuite, haha, my favorite. Et oui, vous préférez les Argoniens, c'est sûr. Donc, de ce côté-ci, pour les Argoniens, on n'a aucun souci à se faire. Même si je me doute que si on fait une association impériale et argonienne, c'est surtout parce qu'un truc argonien à lui seul aura du mal à se vendre. Mais c'est pas dit, c'est pas dit. Ceci est un bout de carte composite de l'ancien Murkmire, donc du coup la région avec Gideon et Elstrom. Et là vous avez donc, alors pas dans son entièreté puisque c'était encore en cours de développement, mais la ville de Gideon à l'origine. Donc le style architectural nibonais qu'on a à Cœur-en-Clumanville, qu'on retrouve un petit peu partout dans la Colovis, ce qui est surprenant. Du coup là on devait le retrouver ici même avec la cathédrale, tout ça. Et est-ce que du coup cette ville a été maintenue? Parce que vous le savez maintenant dans les derniers chapitres et DLC, sauf si c'est une architecture qui est comme le style Second Empire qu'on a retrouvé à Elsewhere, tout ça, c'est-à-dire l'architecture verte de base des impériaux. Est-ce qu'on le retrouverait dans une extension impériale du coup, ou est-ce qu'on le retrouvera à l'avenir? Ce qui est assez compliqué, regardez le bord de ciel occidental, on n'avait plus l'architecture nordique de base, on avait vraiment que de nouvelles architectures. Bah là du coup je me posais la question et pensant qu'il n'y avait pas Gideon qui est apparu lors du Global Rival Event, et ben je me suis trompé, très discrètement, mais on avait quand même des images de Gideon. Et ceci, alors bon évidemment on s'est tous focus sur ça, on n'a pas fait attention, on s'est dit oh c'est Leyawiin, il est en mauvais état, d'ailleurs c'est ce que j'avais dit, Leyawiin en mauvais état, j'étais pas très content, mais c'est pas Leyawiin du coup, c'est Gideon, et elle a changé d'architecture pour ressembler à, enfin pour être la même que Leyawiin, ce qui fait un peu grincer des dents, mais quelque part ça a une certaine logique, même si ça rend obsolète l'affirmation que Gideon avait la même architecture que la cité impériale du coup nibonaise, comme c'était déclaré dans un lorebook actuellement en jeu.
Non, du coup, c'est vu que c'est pas loin de Leyawiin, pourquoi pas réadapter la même architecture qui est assez proche ou ça. La seule chose que je redoute forcément, c'est que les fortifications un peu partout soient de cette architecture et pas celui du Second Empire, ce qui aurait quelque part beaucoup de sens. Mais qu'est-ce que vous voulez, ils n'utilisent pas cette architecture là pour cette extension. Et c'est ce qui me fait un peu peur pour la Call of Vie, puisque vous savez, il y a quelques bâtiments derrière le mur de Varenne qu'on peut voir qui sont Second Empire. Pareil pour l'avant-poste d'Hystyrus qui est intégralement en style Second Empire, j'espère qu'on les retrouvera, ou alors qu'ils feront une refonte de l'architecture du Second Empire. Mais bon, on aura toute l'occasion d'en discuter dans une vidéo future si on doit parler de la Call of Vie et de mes attentes. Bref, la même architecture que Leyawiin, alors peut-être un peu différente, là j'ai l'impression que c'est des fenêtres, donc ce serait intéressant de voir. Gideon, il me semble, qui est mené par un représentant du pacte qui veut rétablir les traditions argoniennes dans la zone. Mais il y a aussi le conseiller Vandatia, je sais pas comment est-ce qu'on peut prononcer ça, du Conseil des Anciens qui était présent là-bas pour vérifier un petit peu l'acheminement des ressources de minerais, tout ça, vers Leyawiin, je crois, il me semble, je sais plus. Et qui était du coup sur Gideon au moment où les encres noires sont tombées sur la cité impériale. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir si depuis la Nibène on peut observer la tour d'or blanc au loin et si elle a toujours l'encre dessus ou pas. Bref, on sait aussi que Gideon et Leyawiin ont conclu un accord commercial, donc ce serait intéressant de voir si ça a été maintenu parce que ça fait quand même partie des affirmations du début du jeu. Et vous savez que depuis les plans ont changé. Même si je maintiens que j'aimerais bien voir les Médés, vous savez, la dynastie de Skyrim, de l'Empire, être la famille couturière de Such. Ça, j'aurais bien aimé voir, mais c'est pas la Call of Vie, donc... vous le savez, les développeurs ont déclaré que donc forcément il y a deux environnements très différents. À l'est, c'est les marais, à l'ouest, c'est Cyrodiil. Donc on a un environnement qui est très proche du Cyrodiil PVP que nous connaissons. Bon, évidemment, vous savez que pas loin c'est les marais, donc forcément vous avez plus vous vous enfoncez vers l'est, de plus en plus vous allez avoir des marais. Un petit oratoire du Nibonnet. J'imagine que les oratoires dans Murkmire seront différents. Voilà. Donc ceci est donc évidemment l'image promotionnelle à ne pas prendre en compte en tant que tel. Un petit reflet de terre morte, subtil, voilà, discret. L'impérial de la cinématique qui du coup se révèle être tout simplement le personnage joueur, enfin qui symbolise le personnage joueur. L'argonien complètement ignoré, on sait même pas qui c'est, voilà. Là-bas on voit un fort et qui a une architecture qui est assez proche de celle de Leyawiin, du coup voilà, hein, on a bien compris l'idée. Leyawiin, voilà, bon, on remarquera l'ajout d'une porte là pour faire acheminer les bateaux, mais en vrai je suis pas sûr. Bon, c'est curieux, il y a des choses à dire par rapport à ça. Les fameux cabanons non durables, construction argonienne actuelle, les vieux Xanmir argoniens, savoir-faire perdu, là, les bonnes vieilles constructions de pierre comme il y avait dans le trailer. La même vue, un peu différente parce que c'est pas exactement le même environnement que entre Teso et TOS4 Oblivion, même si encore une fois je vous rappelle cette image, voilà, on peut pas le prendre comme ça au pied de la lettre, c'est une image promotionnelle. Mais ici c'est TOS4 Oblivion et l'environnement est assez différent, bon bref, il faudra voir avec les images comparatives du jeu. Voilà, hein, la même vue, les fameuses tours chapeau de nain de jardin qui sont remplacées par de vraies tours, ça fait plaisir. Même si je sais pas du tout en quoi ça fait Nibonnet cette architecture, même les bâtiments à l'intérieur, ça fait surtout brut de décoffrage comme les Coloviens, donc à voir, hein, il y aura peut-être une justification. Parce que pour moi le style Nibonnet c'est vraiment le marbre blanc, bien décoré, très très richement décoré, comme le style Nibonnet de Caranclume. Même si Caranclume c'est dans la Call of Vie, mais bon. Voilà. Les bannières, il n'y a pas une seule bannière de la ville, à moins que ce soit temporaire, le temps qu'ils remplacent le truc avant la sortie du jeu. Que des bannières du Second Empire Rayman. Donc est-ce que la ville... parce qu'ils ont même pas parlé du compte de la ville. Donc on sait même pas si Leyawiin a son compte. Par contre on sait qu'il y a une chambre des légats qui dirige.
avec la brigade de Topal, ou la brigade d'Ivoire, j'ai pas trop compris. Topal, ça me paraît quand même beaucoup plus... comment dire, probable, logique. Bref, une nouvelle armure de la Légion, enfin, je dis Légion, mais je suis même pas sûr que ce soit Légion. D'ailleurs, ils portent la même armure que l'Impériale dans la cinématique, donc ils peuvent jouer un rôle d'allié. Et forcément, les développeurs avaient déclaré les Impériaux ne seront pas nos ennemis. C'est drôle parce que les cultistes dans la cinématique CGI, ce sont quand même des humains derrière les masques, mais bon. Alors vous remarquez que comment on appelle ça déjà, on va dire cette grosse porte, ce n'est plus là, il n'y a pas de pont, bref, non, Oblivion. Comme je vous le dis, hein, Oblivion c'est vraiment, enfin, déjà pour représenter les Impériaux c'est pas ça. Alors le Bois Noir c'est vraiment la région que tu n'as franchement pas envie de voir. Voilà, hein, vous voyez le soin qui a été apporté est dans Oblivion. Alors je dis pas ça parce qu'il y a des arbres en plein milieu, mais regardez déjà les textures, enfin les textures, non on peut pas juger les textures d'époque, mais regardez déjà la conception de la ville, c'est ultra simplifié, il n'y a pas de pont, il n'y a rien, c'est... Parce que TVS4, malgré tout, il y a un charme, hein. Tu te dis, c'est agréable, voilà, c'est un vieux jeu d'époque, tout ça, et... C'est un peu de ma génération, donc je l'admire malgré tout. Mais quand tu vois la gueule de Leyaoin dans Tezo, c'est... Waouh. Il y a un niveau qui a été atteint. Alors, Leyaoin, vous savez, c'est une ville qui est en plein milieu de la Niben, qui permet de remonter jusqu'à la cité impériale. Et donc, il y a des gros vaisseaux de guerre qui passent, tout ça. Et ben dans TVS4 Oblivion, il n'y a pas moyen de remonter la Niben, et donc tu te demandes comment est-ce que les bateaux qui sont sur le lac Rumar font pour remonter tout ça. Eh bien, c'est... Ils ont ajouté une grosse porte, voilà. Ça passe pour les navires, mais ça passe pas pour les gros vaisseaux où il faudrait démonter le mât. Donc ça n'est qu'un des points de détail, mais j'aime bien le relever, c'est... Puis niveau logique et cohérence d'univers, c'est pas... Voilà. Il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Il aurait à la limite fallu faire 2 grandes portes et éviter de faire une muraille en haut. Voilà. Là pareil, des quais, là où il n'y en a pas dans Oblivion. À peu près la même vue. Sachant que les cathédrales, bon déjà à part ceux de Bravil qui sont à chapeau pointu ainsi que Bruma, bon, le haut des cathédrales impériales dans Oblivion sont toutes les mêmes. C'est toujours le même modèle qui est utilisé. C'était aussi pareil pour Tezo au départ, que ce soit dans la zone PVP Cyrodiil ou comment ça s'appelle, à Kavach, Arnencia. Il y a juste Anvil où c'est exactement le même modèle mais juste la toiture est orange. Bah là du coup on a une nouvelle version, alors toiture orange certes, mais avec quand même beaucoup plus de décoration pour la cathédrale de Zénithar du coup. Et puis bon forcément quand je vois cette image ça me donne vachement envie. Alors ça c'est pas une armure impériale hein, pour ceux qui se demandent, c'est le style Akavirois ancestral hein, qu'on a déjà pu apercevoir sur un PNJ dans Markart. La coloration est toutefois bien trompeur. Voilà, donc toutes ces images qui comparent Leyaoin de Tezo et TES4, parce que ça c'est l'image du jeu, vous les avez sur mon blog Cyrodiil de l'info. Vous pouvez tranquillement regarder, comparer et lire aussi mes commentaires vis-à-vis de ce que j'ai pu relever. L'intérieur de la ville, même architecture, mais pas la même disposition. Enfin, même architecture, à quelque chose près, hein. Même si dans Tezo t'as l'impression que ça se passe dans le futur et pas dans le passé, mais c'est une autre histoire. Là où il n'y a pas de bâtiment par exemple il y en a. Enfin t'as l'impression que contrairement à Solitude où qui est exactement pareil avec quelques bâtiments ajoutés, Leyaoin c'est quand même si c'est la même structure, les mêmes architectures, c'est quand même assez différent, donc c'est pas mal du tout. Là où t'as l'impression qu'il y a un peu un quartier miséreux dans Leyaoin TVS4, bah t'as que des bâtiments génériques avec des balcons là comme ici dans Tezo, donc c'est pas mal. Je sais même pas quel genre de bâtiment on pourrait acheter dans Tezo en plus de la chambre de taverne et puis forcément un autre bâtiment typé argonien. Voilà, quand on parle de culture nibonaise on s'attend à des lanternes par exemple qui sont des lanternes comme ceux-là, richement décorées, très beaux, jolies. Voilà, ça c'est de la culture nibonaise.
Quand je vous dis là où il y a des bâtiments dans Tesso, vous n'en avez pas. C'est juste une arrière-cour, un petit jardin d'un bâtiment. Et là, quartier un peu moins chic. Bref. Moi aussi, cette allée. J'aime beaucoup cette allée avec les stands de commerce. Alors ça aurait été beaucoup mieux si c'est tout le long, mais... Voilà, on peut pas demander beaucoup de choses. Bref. Voilà, donc c'est avec une très grande hype que j'attends le Bois Noir. Même si vous l'avez compris, je suis quand même un petit peu déçu pour la Call of Vie. Déçu dans le sens où il va falloir encore attendre quelques années, ça sera pas du tout l'année prochaine. L'année prochaine, pour moi, c'est sûr, c'est Martelfell. Ensuite, les gens disent ouais, le Marais Noir, le Marais Noir. Ouais, bah là, cette année, t'as les marais, donc c'est pas tout de suite que tu vas voir le Marais Noir. Il va y avoir peut-être la péninsule Telvanni, cela dit. Donc forcément, chez les Telvanni, tu vas en avoir des Argoniens. Alors, ils seront pas en liberté, ils seront en cage, mais il y a quand même des Argoniens, il faut se réjouir. Peut-être que l'année d'après, ça sera éventuellement le Marais Noir, même si bon, voilà. Je préférerais soit voir le bord de ciel oriental avec Blancherive, ou alors les États coloviens avec Skinigrad, Such, Sarchal. Évidemment, quand je dis la Colovie, c'est pas que Skinigrad. Hein. S'il y avait un DLC Q4 en fin d'année avec seulement Skinigrad, ça détruirait le potentiel de la Colovie, qui a un contexte, un DLC, enfin une histoire à développer qui serait proche de celle d'Orsinium, qui était le meilleur DLC. Les développeurs eux-mêmes se disent que c'était le meilleur DLC. Qu'est-ce qui a fait que Orsinium était un bon DLC? C'est que il n'y a pas de Daedra qui interviennent directement, c'est une histoire politico-religieuse, et c'est sympa. Mais depuis, non, il faut toujours une intervention extraordinaire. Regardez la Horde Grise, une antique armée de morts vivants, tout ça. Enfin, vampires, loups-garous et sorcières. Les dragons. Et là, Mérunès Dagon. Bref, c'est un peu chiant, c'est dommage. De ne pas avoir seulement des forces mortelles avec des sectes, tout ça qui se disputent le pouvoir et la reconnaissance d'un culte. Ce qui a fait le succès d'Orsinium et qui pourrait faire le succès de la Call of Vie. Entre les fidèles d'Evo 8 et l'élite qui ne sont plus tournés vers les Daedra, tout simplement. Sans avoir un Daedra qui intervienne. Mais bon, ça me paraît difficile maintenant. Hein. S'il n'y a pas de Daedra, ça vend pas. Donc voilà. Puis surtout, si tu fais cette année un DLC Q4 seulement en Call of Vie, t'auras pas toute la Call of Vie, ça va morceler, ça va faire comme le sud d'Elsewhere, il va y avoir des petits bouts avec deux villes là, Corinthe, Torval, on se demande comment est-ce que ça va être fait. Bref. Voilà, ça c'est tout pour mon analyse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez de ce chapitre, de tout ce qui a été dit. S'il y a des choses, des remarques que vous aimeriez faire savoir. Puis moi, généralement, je tourne autour de mon blog Cyrodiil de l'info. J'écris... Bon, c'est très orienté impérial, hein, mon blog, je cache pas. Mais je pense que je ferai chaque année avec un nouveau chapitre, tout ça. Même si ça exclut les impériaux, j'en parlerai tout de même... Alors, pas des impériaux, hein, je parlerai du thème péninsule Telvanni, par exemple. On va un petit peu se pencher sur les Telvanni. Même si j'ai pas une grande connaissance des Dunmer, cela dit, c'est vrai. Mais voilà, ça sera intéressant et jusqu'à ce que la Call of Vie sorte, hein, il faudra militer. Skinigrad. Bref, allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et on se retrouve peut-être, on se verra peut-être en jeu en cours de route. Allez, ciao.